Nous sommes le jeudi 22 juillet, voici à la une. Ici Bruno Larose, en compagnie de ma collègue Sabrina Mire. Bonjour Bruno. Québec rejette le projet GNL Québec. Les réactions sont partagées. C'est évident qu'on est déçus. On ne doit plus aujourd'hui compter là-dessus pour faire du développement économique. Aux États-Unis, des écarts de température importants entre certains quartiers. Des villes luttent contre les inégalités climatiques. Mais d'abord, voici les plus récents développements dans l'actualité. Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Mark Miller, défend la nomination de Mary Simon au poste de gouverneur général en dépit d'un nombre grandissant de plaintes à son endroit parce qu'elle ne parle pas français. Originaire du Nunavik, Mary Simon parle l'inuktitut et l'anglais. Le commissaire aux langues officielles a reçu plus de 600 plaintes depuis sa nomination le 6 juillet et mènera une enquête. Le ministre Miller refuse de dire si les plaintes sont justifiées. Il s'en remet à l'engagement de Mary Simon d'apprendre le français. Les gens ont droit à leur point de vue. J'aimerais, quand on parle de vérité, de réconciliation, il y a encore beaucoup de vérité à découvrir, puis je les encourage à apprendre sur la réalité de Mme Simon, parce que c'est une personne exceptionnelle. René Lévesque l'a choisi pour parler à M. Trudeau, qui lui a parlé d'un ton très hautain. Donc, si c'était bien pour René Lévesque, c'est bien pour moi. La cérémonie d'installation de Mary Simon est prévue lundi prochain. Elle deviendra la première autochtone à représenter la monarchie britannique en 154 ans d'histoire. En Colombie-Britannique, British Columbians, please stay out of the back country unless you've got a reason to be there. le premier ministre John Horgan implore la population d'éviter l'arrière-pays. Les feux de forêt ravageurs mobilisent plus de 3000 pompiers qui travaillent d'arrache-pied sur le terrain. La lutte devrait s'intensifier en raison des vents et de la foudre. Le pompier Serge Paul Jean dit malgré tout garder le moral. C'est des feux qui est quand même assez actifs. Ça va avec la météo et les vents. C'est des feux qui peuvent dégénérer, mais avec l'effort qu'ils mettent sur les feux, là, j'ai grosse confiance que ça va porter fruit là, dans les prochains jours. L'armée est attendue en renfort pour lutter contre les feux en Colombie-Britannique, mais aussi au Manitoba. Pendant ce temps, en Ontario, 2 autres communautés autochtones du Nord-Ouest ont reçu l'ordre d'évacuer en raison de la menace croissante des incendies dans la région. Après des débuts plus lents que certains pays, le Canada a rattrapé le temps perdu au début de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Il figure maintenant au 15e rang des pays où plus de la moitié de la population est pleinement vaccinée. Le Canada s'est également hissé au palmarès des 7 pays qui ont administré au moins une dose à plus de 70% de sa population. Il devance dorénavant des pays comme Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis. La météo se déchaîne toujours en Chine et fait de plus en plus de victimes. Les autorités rapportent au moins 33 morts dans le centre du pays, touchés depuis le début de la semaine par des pluies diluviennes. Et les dommages s'accumulent, villes inondées, récoltes détruites. Jusqu'à maintenant, des dizaines de milliers d'habitants ont dû évacuer leur domicile. Québec a dit non au projet GNL Québec qui prévoyait la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay et le prolongement de la pipeline. Et Sabrina Mire, les réactions sont encore nombreuses. Oui, très nombreuses. Peut-être parce que c'était le projet privé industriel de l'histoire, le plus important en fait de l'histoire du Québec, un projet évalué à 14 milliards de dollars. Il y a d'abord ceux qui plaident pour le développement économique de la région. Je vous laisse entendre tout de suite la réaction du porte-parole du comité GNL Saglac, Pierre Charbonneau, qui, vous allez l'entendre, là, ne mâche pas du tout ses mots. Ça lance un message très négatif au milieu industriel québécois et surtout, ça ferme la porte aux régions. Il va suffire de faire du tapage dans les médias pour refuser un projet et faire peur au gouvernement. Le gouvernement, là, on pensait qu'il y avait des couilles. Voilà, on sent un peu là, sa colère. Hein? Un peu, oui. C'est qu'il y avait derrière le projet d'usine de liquéfaction de gaz l'espoir de créer des emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Promotion Saguenay, une société de développement économique de la ville, est déçue. Son directeur général, Patrick Bérubé. Évidemment, on est déçus. C'est quand même plusieurs années qu'on travaillait avec le promoteur là, pour justement que le projet puisse se réaliser. C'est quand même un projet de plusieurs milliards de dollars et plusieurs centaines d'emplois. On espère là, clairement que le gouvernement du Québec va être au rendez-vous pour les prochains projets.
Bon, maintenant, Sabrina, ce n'est pas vraiment une surprise, ce rejet du projet. Le BAP avait déjà rendu un rapport défavorable en mars dernier à ce sujet-là. Oui, le Bureau d'audience publique sur l'environnement estimait que les risques de ce projet dépassaient nettement les avantages. Et si Québec dit non, c'est parce que GNL est jugé trop polluant. Pour les groupes de défense de l'environnement, c'est donc une très grande victoire. Voici la co-porte-parole de la coalition Fior, Camille Amélie Codget-Lévesque. C'est un soulagement pour le climat. Donc, on écoute la science. Et puis, avec le projet GNL, on aurait augmenté les émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc, il y a ça. Ensuite, localement, c'est un soulagement pour la biodiversité, donc pour les belugas qui ne seront pas perturbés par les méthaniers. Justement, les belugas, on en parlait, l'augmentation du trafic maritime et le bruit dans le fjord représentaient des risques importants pour ces animaux qui sont en voie de disparition, selon Pêche et Océan Canada. Autre réaction, celle de Nature Québec, qui a lutté 3 ans contre ce projet. On écoute sa directrice générale, Alice-Anne Simard. Très satisfait de voir que le gouvernement a écouté la science, a écouté l'opposition citoyenne aussi et a compris que le gaz, ce n'est pas une énergie du futur et que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean le mérite mieux que ça. Et il y a une vingtaine de groupes de défense de l'environnement, dont Greenpeace, Équiterre ou encore la Fondation David Suzuki, qui, dans un communiqué conjoint, se réjouissent du rejet du projet en raison notamment des énormes émissions de gaz à effet de serre qu'il aurait provoquées, selon eux. Et du côté des élus, Sabrina, quelles sont les positions? C'est divisé. Commençons par les Autochtones. Dans les dernières semaines, les Inuits de Mashtewiyats, Pessamit et Essipit avaient annoncé qu'elles coupaient le dialogue avec le promoteur. Alors, le vice-chef de la communauté de Mashtewiyats au Lac-Saint-Jean trouvait important de protéger ses terres ancestrales et il dit « On est en 2021 ». Alors, écoutons Charles-Édouard Véraud. C'est une excellente nouvelle pour la région, en fait. Écoutez, on est en 2021. Je crois que des projets de la sorte, là, on ne doit plus aujourd'hui compter là-dessus pour faire du développement économique. Là, on est à une autre ère. Chez les autres élus, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, est déçue. On va l'écouter, suivi du député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui juge, lui, que c'était vraiment la décision à prendre. C'est évident que pour Ville de Saguenay, je vous dirais pour l'ensemble du Québec, la décision, elle est décevante. C'est quand même un projet qui aurait permis la création de plusieurs emplois, des retombées économiques très intéressantes pour la ville. Pour nous, on passe à autre chose. C'est une décision qui s'imposait, une décision qui est responsable. Maintenant, il faut regarder tout de suite là, vers l'avenir. Alors, plusieurs réactions, 2 camps qui sont divisés. Maintenant, Québec a promis de soutenir d'autres projets pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme celui qui permettrait la production d'un aluminium zéro émission. Merci beaucoup, Sabrina. Je vous en prie. Ce qu'elles ont dit sur la hausse d'achalandage et le manque de personnel dans les départements d'obstétrique du Québec. Depuis le début de l'été, certaines salles d'accouchement ont vu la demande augmenter, ce qui, ajouté à la pénurie de personnel, fait craindre des bris de service, même dans les grands centres. Voici plusieurs professionnels de la santé qui travaillent dans ces départements. Une situation où, par manque de personnel, on est à la frontière du bris de service. Et les gens nous appellent, les autres hôpitaux, pour accepter d'accoucher leurs patients. La moyenne d'accouchement par semaine chez nous, c'est à peu près 70, là, étalé sur 52 semaines. Et depuis 3 semaines, on frôle le 90. Notre salle d'accouchement à nous, elle est pleine tout le temps. Mais être obligé dans mon centre dire à l'aide, je ne peux pas vous accueillir, madame, je vais vous envoyer ailleurs. C'était le 22 juillet 1947. Le drapeau de l'Inde est adopté durant une réunion de l'Assemblée constituante quelques jours avant l'indépendance du pays, déclarée le 15 août. L'idée de créer un drapeau national est apparue au début du 20e siècle avec la montée des luttes pour l'indépendance. Il est composé de 3 bandes horizontales de 3 couleurs, le safran, le blanc et le vert. Puis au centre, une roue bleue appelée Chakra d'Ashola, un emblème d'une grande importance pour la culture bouddhiste. Jusqu'en 2002, les Indiens ne pouvaient pas brandir le drapeau. Seules les agences du gouvernement et les hauts fonctionnaires de l'État avaient ce droit. Un citoyen s'est retrouvé devant les tribunaux et il a gagné sa cause. Le peuple peut donc lever le drapeau, mais à condition qu'il respecte la dignité et l'honneur.
Plusieurs règles sont tout de même en vigueur. À l'extérieur, le drapeau doit toujours être hissé au lever du soleil et abaissé au coucher, et il ne doit jamais être mis à l'envers. En Indie, le drapeau est appelé tricolore, comme une certaine équipe montréalaise. On se rend maintenant en Virginie, aux États-Unis. Avec les changements climatiques, les inégalités environnementales sont de plus en plus documentées. Les températures augmentent et les inégalités aussi. Elles touchent plus souvent qu'autrement les minorités. Notre correspondant Hugo Lavallée est de retour de Richmond, où justement un écart de température peut atteindre près de 9 degrés, a été enregistré le même jour, à la même heure, entre un quartier et un autre. Alors, on va en parler avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Bruno. D'abord, comment expliquer un tel écart? Bien, il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui entrent en ligne de compte selon les études. D'abord, vous dire que ce n'est pas entièrement étonnant de constater qu'il y a des écarts d'un quartier à l'autre. C'est une chose qu'on constate nous-mêmes lorsqu'on visite une ville en plein été. Il y a des secteurs plus frais, plus agréables. Mais ce qui frappe ici, c'est, dans cette étude du directeur scientifique du Musée des sciences de la Virginie, Jeremy Hoffman, c'est vraiment l'ampleur de l'écart. 9 degrés Celsius, c'est énorme. Et essentiellement, ça dépend beaucoup du couvert feuillu, donc du nombre d'arbres qu'on peut compter dans un endroit, aussi de leur taille. Les arbres créent des ombres sous lesquelles on peut s'abriter. Les arbres sont aussi responsables de l'évapotranspiration, ce qui est un peu aux arbres ce que la transpiration est aux êtres humains. Bref, l'arbre transfère l'eau du sol dans l'atmosphère. Ça a pour effet de diminuer la chaleur à proximité. Un autre facteur important, c'est la présence de surfaces imperméabilisées comme le béton, l'asphalte, la brique. Ce sont des surfaces qui agissent comme des capteurs de l'énergie solaire. Ensuite, cette énergie-là est irradiée dans l'atmosphère. Donc déjà, ça vous donne un indice sur le type de quartier où la chaleur risque d'être plus intense. On pense à des milieux où il y a peu de végétation, beaucoup d'infrastructures. Ceci dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas nécessairement les centres-villes qui sont les endroits les plus chauds parce que dans les centres-villes, habituellement, il y a des édifices en hauteur qui vont avoir pour effet de créer des zones d'ombre, de créer des corridors de vent. Ça peut aider à diminuer la chaleur. Dans les quartiers industriels, par contre, avec des édifices de grande surface mais de petite taille, souvent, c'est là qu'il va y avoir des îlots de chaleur. L'ennui, c'est qu'à proximité de ces secteurs industriels se trouvent aussi souvent des quartiers résidentiels où vivent des personnes moins fortunées ou encore issues des minorités, comme c'est le cas à Richmond. Et Hugo, selon une étude, il y a un lien entre ces disparités et une pratique discriminatoire qui remonte aux années 30. Laquelle? Oui, ce sont des travaux toujours du scientifique Jeremy Hoffman qui démontrent cela. Cette pratique, elle s'appelle le redlining. Alors, pour faire une histoire courte, dans les années 30, on s'est mis aux États-Unis à accorder des cotes aux quartiers des villes A, B, C, D pour guider les investisseurs. Donc, les quartiers cotés A étaient les quartiers considérés comme plus attrayants, tandis que les quartiers cotés D étaient les secteurs considérés plus à risque. Alors, pourquoi à risque? Souvent, on constate dans les documents de l'époque que c'était en raison de la présence d'Afro-Américains. On jugeait leur présence moins désirable. Et donc, les investissements se sont faits plus rares dans ces secteurs. Des institutions refusaient d'accorder des prêts hypothécaires ou de garantir ce genre de prêts, ce qui fait que le développement de ces quartiers-là a été sérieusement entravé. Et souvent, c'était des quartiers qui souffraient déjà de certains problèmes, ce qui fait que l'absence d'investissement a exacerbé ces problèmes pendant des décennies jusqu'à l'abolition de cette pratique en 1968. Alors aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, on en voit encore les effets. Ce sont des quartiers qui ne sont pas très verts et sans surprise, ce sont des quartiers où il fait plus chaud. En moyenne 2,6 degrés plus chaud que dans les autres quartiers, selon une étude qui a été réalisée l'an dernier dans 108 villes américaines. Hugo, maintenant, quelles sont les conséquences de ces inégalités climatiques? De plusieurs ordres, ces conséquences selon les chercheurs, mais elles se manifestent surtout sur le plan de la santé. À Richmond, on a constaté que les appels au 911 pour des pathologies liées à la chaleur étaient plus fréquents, donc dans les secteurs plus chauds. On constate aussi dans ces quartiers une plus forte prévalence de maladies pulmonaires, comme l'asthme, par exemple. Ce n'est pas nécessairement la chaleur qui est la cause, mais certainement ça exacerbe ces difficultés. On a aussi identifié des conséquences psychologiques, plus d'anxiété, plus d'isolement aussi, parce que quand il fait très chaud, quand il n'y a pas d'endroit à l'extérieur où s'installer confortablement, souvent les gens qui ont un climatiseur tendent à rester chez eux. Et évidemment, l'utilisation de ces climatiseurs, ça augmente les coûts d'énergie, ce qui fait ironiquement que c'est plus coûteux souvent de climatiser son domicile si on habite dans un quartier plus pauvre où il y a des îlots de chaleur par rapport au fait d'habiter, par exemple, dans un quartier plus riche où il y a un meilleur couvert feuillu.
Et ça, c'est si on peut se payer un climatiseur ou avoir accès à cet outil-là. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Hugo, le président américain Joe Biden a promis de s'attaquer au problème, mais des villes prennent aussi les choses en main. Oui, le président s'est engagé en campagne à lutter contre les inégalités de ce genre, entre autres en forçant les entreprises établies à proximité de quartiers résidentiels à verdir leurs pratiques. L'administration veut aussi mettre de l'avant un important plan d'infrastructure. Il y a des négociations au Congrès, plan qui prévoirait donc un financement accru pour les secteurs où les inégalités sont les plus importantes. Et effectivement, les villagistes, partout à travers le pays, des scientifiques démontrent ces écarts de chaleur-là et c'est ensuite ces données-là utilisées par les villes pour mettre de l'avant de nouvelles politiques. Par exemple, à Richmond, on veut que tous les citoyens aient accès à 10 minutes de marche ou moins de chez eux à un parc ou à un espace vert. À l'heure actuelle, c'est 70 % de la population de Richmond qui a cet accès-là. Mais on travaille pour créer de nouveaux parcs. Il y a 5 projets qui sont sur la table. Ça va ramener cette proportion-là à près de 80 %. Évidemment, il va rester du travail à faire, mais on sent que les choses bougent, entre autres, justement, grâce à tous ces travaux scientifiques-là dont on a parlé ce matin. Eh bien, c'est encourageant de voir qu'effectivement, il y a des actions concrètes qui se font sur le terrain. Merci beaucoup, Hugo. Ça m'a fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on va suivre aujourd'hui, Sabrina, dans l'actualité? La chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul, tient une conférence de presse au sujet des démarches judiciaires intentées contre elle par son propre parti. On apprenait lundi que le vote de défiance prévu à son endroit avait été écarté. Maintenant, le Parti vert du Canada conteste devant la Cour supérieure de l'Ontario l'ordonnance d'arbitrage qui avait mené à cette annulation. Et des travailleurs de la santé et des migrants se rassembleront dès midi au Centre hospitalier universitaire McGill à Montréal pour réclamer un meilleur accès aux soins de santé pour les sans-statut. Ça fait partie d'une semaine d'action pour les droits des migrants qui va se terminer à Ottawa devant le Parlement dimanche. Voilà, c'était à la une. Ici Bruno Larose. Et Sabrina Mire. À la réalisation, Fanny Sanson. Merci de nous écouter. À demain.